Bonjour. Je m'appelle Romain, je vais vous faire le cours de stéréochimie aujourd'hui. Bonjour. Et juste avant, je voulais vous dire... Ça va. Je vais juste vous parler de quelques errata. Alors je suis désolé. Pas de merde. Toujours la même chose. Et alors, à la question 3D de la page 9, je crois que c'est en atomistique ou en liaison chimique, je crois. En fait, on vous dit qu'il y a un chlorate, mais il n'est pas affiché. Donc le chlorate, on vous le mettra sur le forum. Donc vous irez voir ça, et comme ça vous pourrez faire la question. Sinon vous ne l'avez pas. Je vais vous le noter au tableau, comme ça ce sera plus simple. Et je voulais vous faire part aussi d'une précision concernant le cours d'atomistique. Alors, on vous a dit qu'à Z supérieur à 30, la 3D était totalement remplie et donc elle était plus basse en énergie. Donc vous en concluez qu'on doit mettre la 3D avant la 4S normalement. Alors en fait, on a vu ça avec toute la team chimie et on s'est dit qu'en fait c'était plus un souci de représentation. Donc on vous confirmera ça encore sur le forum, mais normalement c'est ça, c'est juste par un souci de représentation, on fait passer la 4S avant la 3D, même si la 3D est moins énergétique. Le seul cas où la 3D passe avant la 4S, c'est généralement pour les cations. Pour les cations, on suit l'ordre, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D et ainsi de suite. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais pas si on vous l'a dit aussi, il y a un errata dans le tableau des liaisons chimiques. Ouais, ça fait un peu beaucoup d'un seul coup là, je sais. En fait, vous avez les groupements plus M, si je me rappelle bien, c'est plus M moins I, d'accord, dans le tableau. En fait, le groupement qui est comme ça, alors, je vais vous montrer. Le groupement qui est comme ça, le groupe, les 3 doublés non liés en Rien. La sucette. Ouais, donc, le groupement avec les 3 doublés non liés autour, là, avec l'oxygène, en fait, il va être inductif donneur et pas inductif attracteur. Pour vous faire court, c'est juste que il va être chargé, il va avoir un trop plein d'électrons autour de lui, donc il n'aura pas spécialement besoin d'attirer ceux du voisin, donc ceux d'un carbone par exemple, et donc il va plutôt en donner qu'en recevoir. Voilà, c'est tout simple. Et oui, une dernière petite annonce, c'est que le pot est à midi 15, il me semble, ouais c'est ça, que le pot est à midi 15, donc ça c'est pour vous, ça va être cool. Ah bah ouais, clairement. Et voilà, et ouais, ramassez vos déchets à la fin s'il vous plaît. Parce que vous êtes apparemment le dernier amphi aujourd'hui, donc ramassez vos déchets, ça serait cool, merci. Voilà, alors on va vraiment commencer le cours maintenant. Enfin. Alors, la stéréochimie, je sais que vous en avez, pour les primants en tout cas, je sais que vous en avez vu une partie en terminale. Donc là, on va plus rentrer dans le sujet. Donc la stéréochimie, ça nécessite de voir en 3D. Ça, c'est le point important, mais vous inquiétez pas, si vous ne le voyez pas tout de suite, à force d'entraînement, ça va arriver. Donc ce cours étant assez dur, je vous demande d'être calme, s'il vous plaît, les doublants surtout. D'être calme et de laisser... voilà. D'accord? Non, moi aussi j'ai été doublant, je suis passé par là, mais il y a des moments où il faut être calme, s'il vous plaît. Surtout qu'on s'est fait... Aujourd'hui. Si. Surtout qu'on s'est fait remonter les bretelles par l'UFR, donc ça serait cool. On s'en fout. Ouais, mais bon, si vous voulez continuer l'après-rentrée, donc ça serait cool. Alors, c'est pas sûr. Donc, on va continuer. Alors, voilà le plan, bon, on va pas souvent s'attarder. Alors, la stéréochimie, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'étude de l'arrangement spatial des atomes au sein d'une molécule. Donc c'est juste de voir comment les atomes s'arrangent dans l'espace en général. Voilà, et pour cela, on va utiliser 3 représentations majeures. Les 3 sont à savoir, et elles sont vraiment importantes pour réussir tout l'exo de stéréochimie. Donc on va parler de Cram, Newman et Fischer. Donc on va commencer par Cram. Alors,
Je crois qu'Herman vous en a déjà parlé et je crois que vous l'avez déjà vu, mais je préfère faire un rappel là-dessus. Donc c'est déjà une représentation en 3 dimensions d'un carbone. Elle permet donc de visualiser la position spatiale des différents substituants autour d'un carbone. Donc on va juste regarder comment s'organisent dans l'espace les liaisons du carbone, enfin les atomes qui sont liés au carbone. Donc pour cela, il y a une représentation qui est faite, assez particulière, il faut savoir les règles. C'est que les traits qui sont normaux, donc les traits, ils sont dans le plan, donc voilà, on les nomme aussi traits plans, donc, comme vous voulez, mais voilà, c'est des traits normaux. Les traits en pointillés, en fait, représentent les liaisons en arrière. Donc voilà, comme vous voyez, le CH3, là, il est en arrière, et l'autre est en avant, en trait grossi. Donc en fait, plutôt que de vous le dire comme ça, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, je vous demande d'être attentif, je vais lâcher le micro. Ok. Alors, imaginez que j'ai un CH3 dans la main, ok. Là, le petit couteau, j'ai un CH3. Alors, CH3. Donc, oui, c'est une crème, j'ai imaginé. Donc là, le CH3 qui est en haut, il va être facile. Mais j'ai pas de molécule. Donc le CH3 sera comme ça, l'autre comme ça. D'accord? Ça, c'est les liaisons dans le plan. Ok? Parce que là, ça va. Après, le CH3 qui sera en avant, sera là. Vous voyez là. C'est pour ça que la liaison sera en avant. D'accord? Et après, le CH3 sera en arrière. C'est un peu comme ça. Bon, là, je sais que c'est pas très réaliste comme ça, mais j'utilise de le faire. Donc, vous imaginez en fait qu'il part en Et les 4 en même temps. Ah, là, c'est bien pour faire les deux autres. C'est quoi? C'est la parade amoureuse. Donc vous imaginez que c'est un peu comme ça. Et voilà, alors je vais vous détailler la molécule B, quoique. Ouais, si, je vais vous la détailler, elle n'est pas compliquée, mais bon, voilà, c'est un peu relou à faire. Donc en fait, la molécule B, il faut juste imaginer que c'est une forme semi-développée. Donc on va la développer entièrement. Comme ça, que le carbone 2, en fait, on aura un CH3 qui sera en arrière selon la notation. Et de ce fait, on aura un H qui est en avant. On a le CH3 ici. D'accord. On a un autre CH3, tac, tac. Hop. Et donc là, le CH3 est en avant, donc on aura un H en arrière. Voilà, rien de bien compliqué, vous ferez ça chez vous, vous allez voir, c'est simple. Maintenant, on va voir Newman. Alors Newman, ça permet juste de visualiser dans le plan une liaison carbone-carbone, une liaison simple, c'est important, une liaison simple. Donc, en fait, le plus important dans Newman, c'est de placer son œil au bon endroit. Donc ici, vous voyez la molécule. En fait, il n'y a pas les notations, mais la première molécule qui porte le CH3 en rouge, elle est notée 2, et l'autre est notée 3. Donc là, on va vouloir voir dans l'axe C2, C3. Donc je vais me placer par rapport à la molécule, et je vais regarder comme ça. Ok? Donc le CH3 va être au-dessus de moi, enfin comme ça. Le H, quand je regarde comme ça, vu qu'il est en avant ici, il va être là, d'accord? Et l'autre H va être ici. Donc en fait, la méthode, je vais poser encore le micro, je suis désolé. La méthode, c'est d'essayer de faire un truc comme ça, genre de prendre, donc il y avait au CH3, de prendre les deux H+, et faire comme ça sur le centre, d'accord? Vous avez compris un peu plus? De prendre les H+, tac, comme ça, de faire un espèce de copier-coller de ce qu'on voit en fait sur la zone. Donc, en fait, en avant, ça sera la liaison qu'on voit en avant. Donc le premier carbone, là, donc C2, il sera en avant. On met un rond pour dire qu'on passe à l'autre liaison. Ça, c'est vraiment important, il ne faut pas oublier le rond. Et après, on met des traits qui ne rentrent pas dans le rond. C'est pour dire qu'en fait, elle est derrière cette liaison. D'accord? Et donc là, on voit que le H, pareil, de l'autre côté, le H est ici, le H en avant est ici, le H en arrière est ici, et le CH3 est en bas. On le retrouve, tac, tac, et tac. Voilà. De toute façon, si vous avez toutes questions, vous venez à la fin du cours, il n'y a pas de souci, je répondrai à ça. Je sais que c'est un peu compliqué comme ça, donc vous inquiétez pas, ça va venir. Maintenant, Fischer. Alors Fischer, pour moi, je trouve que c'est la plus dure. Donc,
Oui, si tu veux aussi. C'est la plus dure. C'est la plus dure à voir parce que en fait, ça va nécessiter de passer de Crame à Fisher. Donc, parce que en fait, Fisher, c'est tout simplement la projection dans le plan de la représentation de Crame. Tout simplement. En fait, on va passer d'une représentation en 3D à une représentation en 2D. Brancardier. Fac de bio. Et là, tu te souviens que c'était notre prof de biophie. Donc voilà. Salut. Et donc voilà. Alors, là, en fait, l'idée, c'est on va avoir des règles de représentation qui sont assez strictes et qu'il faut retenir par cœur avec les couleurs. Déjà, la première, c'est que la chaîne verticale, ça va être la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, c'est pas évident à voir parce que... Non, ici, c'est pas évident à voir parce qu'on n'a qu'un carbone. Donc voilà, mais imaginez qu'il y a plusieurs carbones reliés entre eux. Donc ça va être la chaîne carbonée la plus longue. Après, ce qui est important de voir, c'est qu'en haut, on va prendre le groupement carboné le plus oxydé. Alors, qu'est-ce que c'est le groupement carboné le plus oxydé? C'est juste celui qui va avoir un degré d'oxydation le plus important. Degré d'oxydation, vous avez vu, je crois, hier avec Hermann ou avant-hier, je ne sais plus. Vous calculez ça en fonction de l'électronégativité et ça va tout seul. Moi, j'ai une astuce. Donc ça, c'est pas écrit dans le poly, je crois, d'habitude. Mais en fait, en bas, on va dire que c'est le groupement carboné le plus hydrogéné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, c'est juste celui qui a le plus d'hydrogène. Et en fait, le truc important, c'est qu'on veut placer en Fisher, on va vouloir placer en haut le groupement carboné le plus oxydé et en bas le plus hydrogéné. Donc vous placez déjà le plus hydrogéné et par élimination, le plus oxydé, vous le placez en haut. Comme ça vous évite de faire un degré d'oxydation et de perdre des minutes précieuses le jour d'un concours. C'est plutôt sympa. Voilà. Oh les relous. Et donc voilà, et enfin, il faut savoir que les traits verticaux sont les liaisons dans le plan ou en arrière, et que les traits horizontaux sont les liaisons vers l'avant. Donc plutôt que d'expliquer ça comme ça, je vais vous représenter le schéma, parce que c'est plus simple quand on fait une démonstration. Alors, en fait, il faut imaginer... Il faut imaginer qu'à la base, notre représentation de Crame, elle était comme ça. Si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça. Ouais. Vous me dites si je me trompe avec du blanc. Mais normalement c'est ça. Voilà. Z et Y. Donc à la base elle était comme ça. Maintenant, on regarde et en faisant le degré d'oxydation, en regardant le groupement le plus hydrogéné, on se rend compte que c'est X qui va être en haut et T qui va être en bas. Donc déjà on va... Hein? Z en arrière. Ouais, peu importe, on s'en fout. Ah bah c'est pas niveuse la corrigé. Non, c'est bien. C'est ça. Ouais, c'est bien ça en plus. Merci. En fait, ouais, on va voir que le X, il va devoir être en haut. Donc on va essayer de se placer dans une configuration telle qu'on va mettre le X en haut. Donc en fait, on va regarder dans ce sens-là. En fait, on va retourner la molécule. Voilà. On retourne la molécule et on va regarder en fait dans l'axe ici, ZY en fait, un peu dans cet axe-là, en mettant notre œil ici. J'espère que vous voyez bien. Donc en fait, on va regarder comme ça pour qu'en fait le Z et le Y viennent vers nous. Et qu'on place le X en haut et le T en bas, mais en arrière. Je sais que c'est hyper dur à expliquer, et voilà. Donc j'espère que vous voyez bien par rapport à la molécule dessinée. Donc en fait, on se met là, on aura, quand on regarde ici, par là, on va voir le Y et le Z qui viennent vers nous, le X et le T qui repartent en arrière. Donc c'est ce qui est représenté sur l'intermédiaire ici. Donc l'intermédiaire ici, vous pouvez le faire au début, après vous aurez pris le pli normalement de le faire, donc le jour du concours vous apprenez. Parce que ça vous fait perdre du temps, mais bon, voilà, si vous avez du mal pour l'instant, faites-le, c'est vraiment important. Voilà, et à la fin on obtient donc notre projection de Fisher. Donc je vais vous montrer sur la diapo d'après, c'est un exemple plus concret. D'ailleurs, bon là c'est pas passé, donc je l'ai réécrit là, et il y a une erreur dans le poly. Donc je m'excuse, c'est moi qui ai fait le poly, j'ai fait une erreur. Ça arrive. Je peux pas être parfait. Et en fait, le truc, dans le poly, je crois que c'était affiché que les OH étaient en haut et les H en bas, c'était ça, non? Dans le poly? Ouais, et ben faut prendre. Alors prenez ça en note, c'est vraiment celui-là qui est important. Donc en fait, là c'est tout simple. Sur cette, sur cette représentation-là, on va placer notre œil en haut. Pour regarder vers le haut. Ok? Jusqu'à là c'est bon.
Et donc on se place en haut, et à la fin on aura ça, par l'intermédiaire, comme je vous ai expliqué. On verra ça. Quand on regarde en haut, on aura notre OH qui se dirige vers le bas, enfin comme ça. En fait, vous vous placiez, vous preniez de la hauteur en fait sur la molécule. Je sais que c'est pas facile comme ça, mais voilà. Donc le OH sera en bas, le H en haut, H en bas, OH en haut, et après on a juste à tourner la molécule et on a notre représentation de Fischer. D'accord? Là je vous sens un peu perdu. Oui? Ouais, alors ouais. Ouais, c'est un peu ça. Mais non, mais c'est pas facile à expliquer, c'est normal. Bah écoutez, vous venez me voir à la fin, parce que là je peux pas... Non, mais... Solution de facilité. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai un timing très serré et... Ouais, oui, bien sûr. Non, bah, je vais vous la refaire en fait. Il faut se placer vraiment en haut de la molécule, d'accord? Donc quand vous vous placez en haut, le CH2OH et le COOH seront forcément en bas, parce que vous vous placez en haut. Lui est en avant, mais en bas, et CH2 en bas, ok, d'accord? Donc après, il faut juste regarder, le OH sera comme ça, et le H sera ici, d'accord? Donc c'est bien ce qu'on a représenté ici. Le OH comme ça, et le H là. Et après, pareil pour l'autre. Voilà. Et puis après, bah, on a juste à passer, en fait, il y avait un intermédiaire dans votre cours qui était comme ça. H, OH, H, OH, COOH, CH2OH. Donc CH2OH est le groupement le plus hydrogéné, donc on le met en bas. Donc on a juste à tourner la molécule comme ça, et c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus particulier, et on va en fait rentrer un peu plus dans le détail de l'isomérie. Ouais, de l'isomérie. Alors qu'est-ce que c'est que l'isomérie? Donc on dit que deux molécules sont isomères. Molécule si je t'attrape. Voilà. Donc deux molécules sont isomères s'ils possèdent la même formule brute mais des formules développées différentes. Donc en fait, donc, je vais vous faire un petit tableau. Je vais vous faire là-bas. Je vais vous faire un petit tableau qui va récapituler un peu tout ce qu'on va voir en fait en isomérie. Parce que là, je vais vous sortir des mots un peu barbares, vous allez vite vous perdre. Et c'est normal, moi pareil. Hein? Sélection! Non, pas du tout. Je suis quand même pas sur ça. Alors, l'isomérie. Donc ça, c'est la case de départ. Après. Donc là, on a le tableau, on va voir deux cas différents. Donc l'isomérie de constitution. Donc, comme on l'a dit, ils ont une formule brute identique, mais ça c'est pareil pour tous les isomères. Qu'est-ce que j'ai mis? Isomère, si c'était... Constitution. Donc voilà, isomère de constitution. Donc, ils vont avoir un enchaînement des atomes différents. Donc là, vous voyez qu'on a le méthoxyméthane et l'éthanol qui possèdent la même formule brute, donc C2H6O. Donc si on les représente, on va avoir pour le méthoxyméthane CH3O, CH3, et pour l'éthanol OH, CH2, CH3. Jusqu'à là, c'est bon. Alors, là, en fait, on voit bien qu'ils ont tous la même formule brute, ils ont tous 6 hydrogènes, 2 carbone et 1 oxygène, mais le truc qui change, c'est bien la formule développée. Donc voilà, ça c'est un isomère de constitution par exemple. Maintenant, de l'autre côté, on a les stéréoisomères. Alors, les stéréoisomères, eux, ils possèdent un enchaînement des atomes identiques. Pardon. Donc un enchaînement des atomes identiques, vous allez me dire, ah bah c'est les mêmes. Non, alors il faut faire attention, ce n'est pas du tout les mêmes. En fait, ils vont différer par leur arrangement spatial. C'est là où rentre la 3D dans l'isomérie. Donc c'est là où il va falloir faire attention et c'est là où les profs vont vous poser surtout des questions. Donc il faut distinguer déjà les stéréoisomères de configuration. Donc on passe d'une forme à l'autre en rompant des liaisons. Donc ça vous le comprendrez après quand on détaillera plus en... Voilà. Et après on a les stéréoisomères de conformation, ceux qu'on va voir tout de suite. Donc eux, les stéréoisomères de conformation, on passe d'une forme à l'autre en simplement... Ouais, on passe d'une forme à l'autre sans romper des liaisons. En fait, on va juste faire
comment dire, on va juste tourner, vous allez voir ça parce que ça va être plus facile quand je vais vous le montrer. Donc voilà, de conformation. Alors, il y a un truc qui est important à noter, c'est qu'ils ont, les stéréoisomères, ils ont des propriétés identiques sauf celles liées à la chiralité. Bon, ça, vous verrez ça après parce que la chiralité, pour l'instant, on la voit pas. Donc, conformère et stabilité. Alors, ici, vous voyez, on a différents conformères. Alors, je vous dis qu'on passe d'une forme à l'autre sans rompre des liaisons. Ici, c'est le cas. Quand vous regardez la forme 1 et la forme 3, en fait, la forme 1 et la forme 1 pardon, et la forme 3, on va juste faire un décalage de 60 degrés du CH3 et des H et des 2H. Pardon. Donc en fait, le CH3 qui était dans la forme 1 à droite, à votre gauche, pardon, il va se retrouver en bas. Le H qui était à votre droite, attendez, à votre droite, il va se retrouver à votre gauche, et le H qui était en bas va se retrouver à votre droite. Vous avez suivi ? Donc, en fait, c'est juste on va juste tourner autour de la liaison. Vous voyez à peu près ? Donc là, ce qui est important de retenir sur les conformères, c'est que déjà, on va utiliser Newman, comme vous voyez là, donc on va beaucoup l'utiliser pour les conformères. Et le truc, c'est qu'ils ont des stabilités assez différentes, et on va vous demander surtout des questions au niveau de la stabilité. Donc, en fait, vous voyez, il y a des formes où il y a des petites étoiles rouges. Alors, en fait, ça va représenter une gêne stérique. Alors, si je vous dis gêne stérique, vous n'allez pas spécialement comprendre dont je vous parle. Donc, en fait, une gêne stérique, c'est juste que là, par exemple, dans la dernière forme, on va avoir 3 CH3 qui vont s'empiler. Les 3 CH3 étant des groupements très volumineux, qui vont assez déstabiliser la liaison. Et donc, comme ils sont énormes, ils vont s'entrechoquer un peu. Enfin voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ils sont un peu trop volumineux, donc ça va pas être hyper stable. Après, la meilleure forme, c'est la troisième. On l'appelle la forme décalée anti. Donc ça, vous pouvez le retenir pour maintenant, mais bon, vous le verrez après. De toute façon, on ne vous interrogera pas là-dessus en pré-rentrée. Voilà, donc c'est la forme décalée anti, vu que les deux groupements sont opposés. Les deux plus gros groupements sont opposés. Après, je vous ai mis en dessous, dans la petite remarque du bas, qu'on peut avoir aussi des cas où les charges rentrent en jeu. Donc je vais reprendre ici. Est-ce que vous voyez ça, c'est gros? Non? Je refais en plus. Donc voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, ici, on va mettre un NH3+. Et ici, un autre NH3+. De l'autre côté, on garde les H, on s'en fiche un peu en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment au-dessus. Donc ici, il va y avoir déjà une gêne stérique parce que des groupements NH3, c'est assez volumineux. Mais ce qui est important surtout de voir, c'est que 2 charges plus, comme on vous l'a répété, je pense assez souvent, c'est que les 2 charges plus en chimie, ça fait pas bon ménage et généralement ça se repousse. Donc c'est super déstabilisant. Cette forme-là, vous la verrez quasiment jamais parce que c'est une forme qui est hyper déstabilisante pour la molécule. Donc voilà. Après, il y a un autre contre-exemple qu'on pourrait mettre. C'est que si on remplaçait le NH3 qui est en arrière, enfin sur la... Ouais. Si on remplaçait ce NH3-là par un COO-. D'accord ? Donc il y a toujours une gêne stérique, on est d'accord, parce que les groupements CO- et NH3 sont quand même assez volumineux. Le truc en fait qui va plutôt stabiliser cette forme-là, c'est qu'on a un moins et un plus. Donc par opposition à plus ou moins qui se repoussent, plus et moins ça va s'attirer. Donc en fait vous allez voir dans le cours, dans le cours de la fac, on ne l'aborde pas non plus en pré-rentrée, que ça va former une liaison ionique. Et une liaison ionique c'est assez stabilisant pour la molécule. Donc ça, c'est un conformère qui sera stable. Enfin, en tout cas, plus stable que par exemple le NH3, les deux NH3+. Bon. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Je suis vraiment désolé parce que là, je suis en train de vous voir, vous êtes en train de vous décomposer en voyant ça. C'est normal. C'est normal, je suis passé par là aussi et ça fait peur au début, mais c'est rien. C'est vraiment rien. N'écoutez pas les doublants, c'est rien du tout. Bon, s'ils ont eu du mal sur ça, on comprend pourquoi ils sont pas passés.
Bah oui. Alors, en fait, il faut juste que vous imaginiez que ce cycle-là, c'est un cycle avec 6 carbones, et que le reste, en fait, qu'on ne montre pas, c'est qu'il y a des H. Bon, là, il y en a certains qui sont montrés, d'autres non. Donc ici, en fait, on va juste s'intéresser auquel est le plus stable. Pour voir lequel est le plus stable, on va juste, comment dire, on va nommer les différents groupements. Alors, entre les deux formes, la forme qui est à votre droite et la forme qui est à votre gauche, où il y a le CH3, il y en a une qui est comme ça, et l'autre qui est comme ça, plus axiale. Alors en fait, ces deux formes ont des noms différents. Je voulais pas trop l'aborder en pré-entrée, mais je vais vous faire un vite fait, je vais vous le dire parce que quand même c'est important. Donc en fait, quand on représente le cycle comme par exemple comme ça, voilà. Donc ça, ça s'appelle une conformation chaise. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est une conformation chaise parce que ça représente un peu une chaise avec un dossier. Et voilà. Bon, c'est très imagé. Hein. Ouais. Et donc en fait, le truc qu'il y a à retenir, c'est qu'on a deux groupements possibles pour nos atomes qui sont liés. Soit il va être comme ça. Ok, vous voyez bien. Soit il va être comme ça, on va dire qu'il est axial. Pourquoi est-il axial? En fait, il faut imaginer. Ah, mais j'ai de la... Donc, je vais vous faire le groupement axial en rouge et le groupement équatorial en bleu. Donc, il faut imaginer que le groupement axial est comme ça. Vers le bas? Vers le bas. Oui, non, pardon, oui, par le bas. Et c'est en... Et en plus, c'est lui qui nous fait le cours. Je suis un peu fatigué, désolé. On est tous fatigués. Ouais, mais... Ouais, bon, d'accord. J'ai pas d'excuses. Bon, alors, il faut imaginer, ouais, donc le groupement est axial, donc il est vers le bas ici. Et en fait, c'est juste qu'il faut imaginer qu'il y a un axe de symétrie ici. Bon, ça, normalement, vous devez savoir, c'est un rappel de 6e, 5e. En fait, c'est juste qu'il y a un axe de symétrie comme ça. D'accord? Le groupement est axial parce qu'il est parallèle à cet axe de symétrie. Voilà, c'est juste ça. Et après, le groupement, l'autre est équatorial, donc il est plus comme ça, apparemment, ouais. En fait, c'est le contraire, c'est juste qu'il va être, dans certains cas, il est perpendiculaire, dans d'autres, il le coupe juste l'axe de symétrie. Bon, vous imaginez que c'est un peu l'inverse de l'axial, c'est tout. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous demander, lequel vous pensez être le plus stable? Les doublants ne répondez pas, je veux juste voir les prénoms s'ils voient un peu quoi. Est-ce que vous voyez? De quoi? C'est qui m'a dit à gauche? À gauche, c'est là, tu penses? À notre gauche. C'est marqué sur la diapo d'après. Ah oui, merde, attends, je suis du mauvais côté. Ouais, ok, d'accord. Sur votre gauche. Oui, oui. Oui, bah oui, t'as raison, c'est ça. Alors. Félicitations, tu vas réélire. Non, pourquoi c'est ça? C'est la forme de gauche qui est la plus stable. Alors, tout simplement, parce que dans le groupe, dans celle de droite, on verra que le CH3 étant en axial, il va rapprocher ces groupements CH3, les trois groupements CH3 qui sont très volumineux, il va les rapprocher du cycle. Et donc ça va avoir pour conséquence d'alourdir un peu le cycle et de donner une conformation qui est peu stable. Comparé à l'autre, vu que l'autre va écarter les CH3 les trois groupements CH3 du cycle. Donc ça va permettre de les écarter et il y aura moins d'interaction avec le cycle. Donc le substituant qui est en équatorial va être ici plus stable que le substituant qui est en axial. Donc voilà, c'est un petit détail, mais vraiment, faut essayer de le retenir vraiment à la fin. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus dure et la plus essentielle de la stéréochimie. Rien. C'est bon? Et donc, ouais, alors, en fait, on va pas entamer tout de suite la On va pas tout de suite entamer la chiralité de prime abord comme ça, parce que sinon je vais vous perdre. On va juste parler déjà des carbones asymétriques. Alors, retenez qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 substituants différents. Donc ici, on voit bien que A, D, B et C sont différents. Cela entraîne qu'en fait, on va classer au final les substituants. On va les classer, au final, on aura deux configurations. Et en fait, on va les nommer les configurations absolues du carbone asymétrique. Ça, c'est vraiment important que vous le reteniez. Il y a deux configurations absolues possibles par carbone asymétrique. Deux seulement.
Voilà, et ça, la petite remarque, vous pouvez essayer de la noter et de la caler après, parce que, ouais, si, quand même, ouais. Non, pour un composé avec N carbone asymétrique, on a au maximum 2 N stéréoisomères de configuration. Donc, ça, vous le retenez aussi à la fin, c'est une petite remarque générale, en fait. Alors, je vous ai dit qu'il fallait classer les substituants pour pouvoir donner une configuration absolue. Alors, pour classer ces substituants, on va utiliser une règle donnée par 3 chimistes qui sont Kahn, Ingold et Prelog, ou plus facilement les règles CIP. Alors, ces règles, qu'est-ce qu'elles disent? Donc il y a déjà 3 règles, enfin, dans la règle, il y a 3 trucs à savoir vraiment, avant de classer et de dire de quelle configuration le carbone est. Donc déjà la première règle. Alors la première règle, elle est toute simple. On va classer les substituants en fonction de leur Z. Donc, voilà. Sachant que le plus grand Z sera noté 1 et le plus petit sera noté 4. Donc ici, je vais vous représenter une molécule assez simple. Avec un OH en haut, un NH2 dans le plan ici, en avant un H, et en arrière, un CH3. Jusqu'à là, pas de souci. Alors, maintenant, comment on les classe? Alors, on va regarder qui a le Z le plus grand. Alors, selon vous, qui a le Z le plus grand? L'azote? Non, c'est pas l'azote. C'est l'oxygène. Alors, l'oxygène, il a un Z qui est égal à 8. Ok? L'azote a un Z qui est égal à combien? 7, ouais, c'est bien. Et le carbone, 6. De toute façon, partie du principe que le H est toujours le plus faible, hein, vu qu'il est à 1. Donc voilà. Donc maintenant, on peut classer. Alors, on va classer, donc le OH est en premier, le NH2 est en deuxième, le CH3 est troisième, et l'hydrogène, bon dernier. Alors, on va voir après comment on les note, ces configurations, mais je voulais vous juste finir sur les petites exceptions, parce que ça, c'est le cas simple. Ça, je vous le dis direct, le cas simple, vous le verrez quasiment jamais. Hein. Faut pas rêver, sinon les profs, ils s'amusent pas. Hein. Donc, on va faire un autre cas. En fait, imaginez qu'à la place du H, on ait un autre carbone qui est lié. Donc là, on se dit, ah bah les deux substituants ne sont pas différents, comment je vais faire? Alors, il y a une règle qui va être simple. Donc là, je vais garder le OH et le NH2. Et devant, je vais mettre un CH2OH. Et ici, un CH3. Je garde le CH3. Alors, en fait, la règle est simple à appliquer. C'est que, en fait, si les carbones directement liés, enfin non, si les atomes directement liés à notre carbone sont les mêmes, on va regarder ce qui se passe derrière. D'accord? Là, ce qui est important de voir, c'est faut faire attention tout de suite. Gardez cette règle en tête, c'est qu'on n'additionne pas du tout les Z. Quand on est après, on regarde Z par Z. Atome par atome. Donc ici, on a 3 H. D'accord? Utilisez toujours cette notation, elle est claire, et vous ne faites pas d'erreur. Ou si vous allez plus vite, faites-le dans la tête, mais bon, on ne sait jamais, on peut faire des erreurs. Donc là, il y a 2 H. C'est H2OH, il y a 2 H, et il y a un O qui est lié. Donc ici, quel est selon vous celui qui est prioritaire quand on regarde ici? Celui-ci, celui du haut, celui du bas? Ouais. Alors, ici, il y a 3 H. Donc, le prioritaire ici, c'est le H. En bas, il y a 2 H et un O. Le prioritaire, c'est le O. Donc, O contre H, 8 contre 1, c'est 8. Donc, maintenant, on va renoter. Donc, le OH est toujours premier. Le NH2, toujours deuxième. Le CH2OH, donc, est troisième. Et quatrième, c'est le CH3. Maintenant, il y a une dernière règle à savoir. Imaginez que je vous fais cette molécule. Je vais garder les OH et NH2, parce que ça, on s'en fout à la limite. En avant, je vais mettre CH, OH, OH. Et au-dessus, enfin en arrière plutôt, je vais vous mettre un COOH. D'accord. Alors, ici, on va suivre l'autre règle
au niveau des doubles liaisons. Ici, vous êtes d'accord qu'on a deux O qui sont liés et un H. Donc on va noter qu'il y a un O, un deuxième O et un H. Jusqu'à là, pas de souci. Maintenant, en haut, si on regarde bien, on a un O et un deuxième O. Maintenant, on a une règle qui nous dit que quand un atome est doublement lié, donc ici, quand c'est doublement lié, en fait, il va compter pour il va compter pour deux oxygènes. D'accord? Je vous ai pas perdu? Un atome qui sera doublement lié va compter double. Un atome triplement lié sera compté triple. Donc si ici on avait eu une triple liaison, ce qui n'est pas possible, hein, juste imaginez si on avait un autre atome. Là, on compterait 3 fois. Donc là, on va le compter 2 fois. Ce qui nous fait un troisième O. D'accord? Et donc maintenant, c'est tout simple. On a 2 O, donc on les supprime, parce que c'est les mêmes. O contre H, 8 contre 1. C'est lui qui l'emporte. D'accord? Ça va, vous avez suivi sur celui-là? Donc ça, c'est vraiment une propriété à savoir, parce qu'ils aiment bien vous piéger sur les doubles liaisons. Surtout si vous faites l'aspect pharma. Ça peut être intéressant. 3 et 4. Voilà. Donc maintenant qu'on a classé nos substituants, il va falloir voir comment ils tournent. C'est là le point le plus important. Donc là, il est expliqué dans la diaporama qu'on va tourner, en fait, on va voir comment tournent les trois premiers atomes classés. Donc on va regarder les 3 premiers, le 4, on va essayer de le mettre toujours en arrière parce qu'il ne nous intéresse pas. Donc avant que je commence, en fait, il y a 2 configurations absolues. Si on tourne vers la droite, donc comme il est indiqué ici, si on tourne vers la droite, ça va être R pour right en anglais. Il n'y a pas de réaction? D'accord. Donc pour right en anglais, ou rectus pour ceux qui ont fait du latin. Donc ça, c'est le sens horaire. Si vous voulez aussi le sens des aiguilles des montres, voilà. Ça peut aussi vous aider. Et pour l'autre, c'est S. S, pourquoi? Pour sinister en latin ou sinistra en italien. Donc on tourne à gauche et on tourne dans le sens anti-horaire. Donc à l'inverse des aiguilles d'une montre. Moi, je pense qu'il est plus simple de retenir dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ça, vous ne vous trompez pas et il n'y a pas d'erreur possible, franchement. Voilà. Donc on va prendre notre deuxième cas. Il est où? Le deuxième exemple. Il est ici. Parce que ça va être le cas simple. Donc on a dit qu'on passait notre 4 en arrière. Ici, il est déjà en arrière. Parfait. On a juste... Donc on a juste à voir ici comment il tourne. Donc le 1, le 2 et le 3. Ok? Donc il tourne dans ce sens-là. Il tourne vers où? Vers la gauche. D'accord? Donc il sera S. D'accord. Maintenant, si on a ce cas-là, je vous ai dit qu'on devait passer le groupement qui est 4e en arrière. Ici, il est en avant. Comment on va faire? C'est tout simple. On va se placer en fait au niveau de ce point-là. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait le point qui est au milieu. D'accord? Et on va tourner autour de cet axe-là, de l'axe 1. D'accord? Dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc en tournant dans cet axe-là, au final, on aura toujours notre OH au-dessus vu qu'on tourne autour de son axe. Le H qui était en avant va se retrouver en arrière. Le CH3 qui était en arrière se retrouve dans le plan. Et le NH2 qui était dans le plan va se retrouver là. En fait, c'est une simple rotation. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une simple rotation vue comme ça. Dans l'espace, ça sera une cassure de liaison, une reformation de liaison. J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Alors, voilà, donc on va faire comme ça. Donc là, le NH2 en avant. En arrière, le H. Donc le H est bien en arrière, c'est bien notre groupement qui est 4e, donc c'est bon. Et le CH3 en avant. Maintenant, on reprend nos classements. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc là, on va tourner dans ce sens-là. Donc on est quoi? Si on tourne à droite, R. Ouais. Donc là, on est R. Donc il n'y a que ces 2 configurations absolues possibles pour les carbones, R ou S. Donc là, c'est un petit exemple, vous le ferez chez vous. Par contre, je veux juste que vous changiez la position de l'œil. L'œil se positionne en fait entre le F et le OH. Je vais vous refaire la molécule. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'avais changé sur la diapo et ça n'a pas pris la modification. Je vais vous le mettre au milieu là. Donc le H est là. Le OH est ici. Le F en avant. Et en arrière le CH3. Ok? Donc là, vous placez votre œil ici. D'accord? Pour voir en fait juste après comment on va faire. Voilà, ça vous le ferez chez vous, c'est pas.
Alors, maintenant qu'on a parlé des carbones asymétriques, on va faire une petite aparté avant de reprendre sur la chiralité, sur les doubles liaisons. Alors, les doubles liaisons, on va s'intéresser à la nomenclature qu'on va donner à chaque isomère. Donc ici, on voit que la double liaison, elle est dans le plan, c'est important à retenir ça. Et en fait, on va classer, selon les règles encore de Canning-Gold et Prelog, chaque substituant. Mais chaque substituant, là, on va classer A et B et A' et B', mais séparément, pas tous ensemble, attention. D'un côté A et B, on va classer, et de l'autre côté A' et B'. Maintenant qu'on les a classés, on va regarder si A et A' sont les groupements majoritaires, ils sont tous les deux du même côté de la liaison. Donc s'ils sont du même côté de la liaison, ils sont Z, pour zusammen en allemand. Je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, et ils sont donc du même côté de la liaison. Je crois que vous avez vu ça de toute façon en première ou en terminale. Enfin moi je sais que j'avais vu en première, donc voilà. Après, si par exemple le A est majoritaire et que le A' est majoritaire aussi, mais là on voit qu'ils sont dans celle qui est en rouge, on voit qu'ils sont de part et d'autre de la liaison, attention. Donc s'ils sont de part et d'autre, on va dire qu'en fait ils sont Entgegen, qui sont à une isomérie E. Entgegen voulait dire en allemand opposé, mais ça ne veut pas dire contre, mais opposé, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, là un petit exemple. Donc on va classer, on va voir qui entre OH et NH2 possède le Z le plus grand. Donc là on voit que c'est le O, parce que Z égale 8 contre Z égale 7. Et de l'autre côté, de toute façon, il n'y a pas de discussion possible, c'est forcément le BR face au H. Z égale 35, ouais c'est ça, 35. Donc BR et OH sont du même côté de la liaison, donc ils sont ensemble, donc c'est zusammen, c'est Z. Ouais, il y a une petite nota bene en dessous qui est importante à retenir pour la suite. Donc, les composés Z et E sont des diastéréoisomères. Donc on n'a pas parlé pour l'instant des diastéréoisomères, retenez-le, on le verra juste après. Le cours il finit à quelle heure? À 12h15, c'est ça? Ouais, c'est ça, il reste 45 minutes. Maintenant, on va rentrer de plein pied dans la chiralité. Alors, qu'est-ce qu'un composé chiral? Donc un composé chiral, c'est un composé qui est image, qui est non superposable à son image dans un miroir. Donc, cela implique qu'il ne doit posséder ni centre de symétrie, ni axe de symétrie, ni plan de symétrie. Ça, c'est vraiment important. Donc, faut bien, si vous voyez qu'il y a une molécule qui possède un axe de symétrie, vous dites non, elle n'est pas chirale. Donc, on va s'intéresser en fait dans les composés chirales, on va s'intéresser aux énantiomères. Donc, je vous ai dit qu'il y a deux stéréoisomères de configuration, qu'il y en avait deux sortes. Alors, je peux effacer là, ouais, de toute façon, je commence. Donc, on va avoir d'un côté les énantiomères. Donc, qu'est-ce que les énantiomères? Ce sont des composés qui sont images l'un de l'autre dans un miroir. D'accord? Mais ils sont non superposables. Ça, c'est important. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, je pose le micro, donc écoutez. Alors, je vais mettre de l'eau. Avec ton cul. Allez, au cul. Vous voyez, là, j'ai ma main. D'accord? Là, j'ai mon autre main. Vous voyez bien qu'elles sont, comme si on mettait un miroir entre les deux, elles sont images d'un autre dans un miroir. Ouais, ça marche. Encore elle. T'as une touche, mec. Donc, voilà, elles sont bien images d'un autre dans un miroir. Par contre, on voit que quand on les met comme ça. Ah, vous aimez bien la face superposée. Donc là, non, justement, c'est non superposable. On voit bien que c'est la superposition de principe. D'accord? Vous avez compris? Là, il faut vraiment imaginer qu'elles sont images d'un autre dans un miroir. On prend les deux images, on les superpose, c'est bravo. Ouais, vous verrez ça en cours, vous allez voir si vous avez la fois que j'ai eu. Elle va vous faire ça très bien avec son petit accent qui se fait. Hein? On va te les voir. Donc, ouais, deux énantiomères. Donc, ce qui est important de retenir, là, c'est toutes les propriétés. Alors là, vous avez toute une énumération, c'est assez long, mais il faut les apprendre. Donc, deux énantiomères. Pénible. Un café, des petits gâteaux. Il ne revient plus. Donc, alors, deux énantiomères.
Donc les énantiomères, ils ont les mêmes propriétés physico et chimiques. Donc jusqu'à là, pas de souci, c'est une règle des stéréoisomères de configuration. Maintenant, ils auront une propriété qui est différente, c'est celle liée à la chiralité. Alors, celle liée à la chiralité, en fait, la chiralité, c'est simplement, comment dire ? C'est simplement, en fait, ils vont dévier la lumière différemment. Alors, je m'explique. En fait, je vais vous faire un petit schéma. En fait, l'idée, pour voir comment il dévie la lumière, on va mettre une solution avec un énantiomère dans un polarimètre. Alors, un polarimètre, c'est juste un tube. Voilà, un tube, comme ça. Où on va mettre notre solution. On fait passer de la lumière ici. D'accord ? Et en fait, la solution qui est à l'intérieur va dévier la lumière finale. La lumière sera déviée soit vers la droite, soit vers la gauche. D'accord ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand la lumière est déviée vers la droite par un énantiomère, on va dire que c'est d'extrogir ou plus. Le petit moyen mémotechnique pour le retenir, c'est droite et D, droite et d'extrogir. Ça commence tous les deux par un D, voilà, ça va plus vite. Et l'autre énantiomère, en fait, parce que ça marche toujours par un énantiomère d'un couple, un énantiomère sera un énantiomère avec un autre couple, enfin voilà, je me suis embrouillé là, mais bon. Bref, je vais vous montrer après, ça va être plus simple quand je vais vous montrer. Donc l'autre énantiomère, en fait, va dévier du même angle. Donc si le premier dévie vers la droite à 30 degrés, l'autre il va le dévier de 30 degrés aussi, mais il le déviera en sens inverse. Enfin, voilà, c'est tout, il va juste le dévier vers la gauche. Donc quand il le dévie vers la gauche, on le nomme lévogire. Lévogire avec L, left en anglais. Donc L, lévogire et left, pour retenir, c'est plus facile. Et moins et plus. Bon, ça, faut retenir moins et plus, je sais, là, c'est... Voilà. Donc un à droite d'extrogir plus, et l'autre à gauche, du même angle, lévogire ou moins. Maintenant, c'est sur les deux dernières propriétés que je pense qu'ils seront importantes à retenir. Parce que généralement, on aime bien vous piéger là-dessus, et voilà. Donc la première, c'est qu'un mélange à 50%, à 50-50 ouais, des deux énantiomères, il est dit racémique. Alors, ce mélange, il n'y a pas de propriété optique. Vous vous doutez bien que s'il y en a un qui dévie vers la droite et l'autre vers la gauche, ça se compense, et après, il n'y a pas de propriété optique. Donc, il n'y a pas de déviation de lumière. Ça, c'est une propriété importante. Et les propriétés du mélange racémique, comme on a deux énantiomères à l'intérieur, on va avoir des propriétés qui, au final, seront différentes. Donc, les propriétés du mélange racémique sont en général différentes de celles des deux énantiomères. Ça, c'est peut-être pas intuitif d'un seul coup de voir la dernière phrase, mais il faut que vous la preniez par cœur. Voilà, donc là, il y a deux énantiomères. Alors, en fait, pour reconnaître des énantiomères, ça va être très simple. Donc là, on voit qu'ils sont l'image de l'un de l'autre dans un miroir. Mais si on ne vous le met pas directement, il y a un truc qui est à retenir, c'est que l'énantiomère de R, l'énantiomère qui sera R, l'autre énantiomère sera S. Donc en fait, toutes les configurations absolues d'un énantiomère, l'autre sera opposé. J'espère que je suis assez clair. C'est-à-dire que s'il y en a un, bah là par exemple on a 2R, 3R, l'autre sera 2S, 3S. Si par exemple on avait 2R, 3R, 4S, l'autre sera 2S, 3S, 4R. D'accord? Vous comprenez jusqu'à présent? Donc voilà. Donc les configurations absolues de tous les carbones asymétriques, ça c'est important, sont opposées entre couple d'énantiomères. Donc voilà, là c'est des sucres, vous le verrez si vous faites l'aspect pharma, c'est trop cool les sucres. Juste un peu de calme, merci. Alors voilà, la source de chiralité. Alors je voudrais que vous supprimiez ce qui est marqué en haut en fait entre source de chiralité et carbone asymétrique parce que c'est de la merde ce que j'ai écrit. Clairement, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. C'est pas bon en tout cas, donc oubliez cette phrase, c'est pas bon. En fait, laquelle, bah, c'est juste la liaison CC avec des substituants différents, machin. En fait, t'oublies ce qui est entre source de chiralité et carbone asymétrique. Relance. Relance. C'est bon? Il a Donc, peur. en fait, il faut juste supprimer le schéma et la phrase du dessus. Donc maintenant, on va s'intéresser au carbone asymétrique, juste une petite propriété. Donc c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'un composé qui possède un carbone asymétrique donc sera chiral. Donc là, pas de souci. Mais un composé qui possède plusieurs carbones asymétriques peut ne pas être chiral. Donc par exemple, la molécule du bas, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais il y a un axe de symétrie un plan de symétrie qui est en jaune. Vous le voyez ou pas? À peu près.
En fait, il y a un plan de symétrie, d'accord? Vous le voyez, c'est cool. Donc, ouais, il y a un plan de symétrie, et ce plan de symétrie, bah, ça va faire que la molécule ne sera pas chirale. Comme je vous l'ai dit, une molécule qui possède un plan, un axe ou un centre de symétrie n'est pas chirale. Maintenant, on va s'intéresser au diastéréoisomère. Donc, je vous ai dit tout à l'heure de le garder en tête. En fait, on va s'intéresser au diastéréoisomère. Donc, c'est un peu l'inverse des énantiomères. Parce que les énantiomères, tous les carbones asymétriques donc, sont opposés entre couples d'énantiomères. Ici, en fait, ça va être différent. Vous voyez qu'en fait, les diastéréoisomères, ils vont avoir un carbone qui peut changer, un ou deux, mais pas tous. Tous ne seront pas opposés, en fait. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur ça. 2R3R, donc l'autre 2S3S, c'est pareil en bas, 2R3S, 2S3R. Donc c'est bien l'opposé. Maintenant, on voit on fait souvent ce tableau-là d'ailleurs pour les sucres. Vous allez voir dans le cours, les profs vont faire ça sur le glucose, c'est assez sympa. Donc vous voyez d'emblée comment c'est fait. Donc un diastéréoisomère, donc là on voit qu'il y a juste, entre celle du haut et celle du bas, on voit qu'il y a juste celle-ci qui change. Donc en fait, il n'y a qu'un carbone asymétrique qui change de configuration absolue, donc c'est forcément un diastéréoisomère. Il faut que vous le reteniez comme ça. D'accord? Là, pareil, sur la grosse molécule qu'on a mis là-haut, tous les carbones asymétriques sont de même configuration. Parce qu'on voit qu'ils sont tous en avant, en arrière, en avant, en arrière. Là. Et en fait, il y a juste le OH à la fin qui change de configuration absolue. Donc ça, c'est par exemple des diastéréoisomères. Voilà, ils ne possèdent pas les mêmes propriétés physico-chimiques, c'est parce qu'ils ne sont pas pareils. Donc, enfin, voilà. C'est juste à retenir, là il n'y a pas d'explication possible, il faut juste le retenir comme ça. Et une propriété un peu plus générale sur les énantiomères, c'est qu'il y a 2N-1 couples d'énantiomères, chaque énantiomère d'un couple est diastéréoisomère avec ceux des autres couples. Ça c'est à retenir, elle est un peu barbare cette phrase comme ça quand vous le regardez, mais il faut le retenir ainsi. Donc là je vais vous mettre, ça c'est la dernière classe, c'est les diastéréoisomères. Voilà. Donc là, après, il y a un petit tableau récapitulatif. Donc, énantiomère, même enchaînement d'atomes, non superposable, à l'image dans un miroir, même propriété sauf celle liée à la chiralité, donc à la déviation de la lumière, et image l'un de l'autre dans un miroir. Même enchaînement, ouais, c'est bon, c'est ça. Donc ça, c'est les énantiomères. Et tous les carbones asymétriques opposés, entre couples d'énantiomères. Maintenant, les diastéréoisomères, donc ils ont un même enchaînement d'atomes. Ça, c'est les propriétés liées à l'isomérie. Ils sont non superposables, ils ont des propriétés différentes, ça c'est important, et ils sont non images l'un de l'autre dans un miroir. Là, je vous ai remis deux doubles liaisons pour vous rappeler ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que l'isomérie Z et l'isomérie E, en fait, ces deux isomères, c'est des diastéréoisomères. Ça aussi, il faut le retenir. Maintenant, on va s'intéresser à deux cas particuliers. Donc ça, vous verrez beaucoup les sucres écrits en Fischer, parce que c'est plus simple à noter comme ça que de faire une grande molécule. Donc ça, vous le verrez surtout en plus en spé pharma. Je sais que vous ne destinez pas tous à faire de la pharma, mais s'il y en a, c'est sympa, donc venez en pharma, c'est trop cool. Voilà. Ah, si tu loupes médecine, tu seras content d'avoir pharma. Si tu veux. Donc là, en fait, ce qui est à noter sur les sucres, il n'y a rien de spécial, vous verrez, vous ferez des exos assez sympas entre dire ouais c'est un énantiomère, c'est un diastéréoisomère, machin bidule. Là ce que je veux juste que vous reteniez, c'est que donc les sucres on va les écrire en Fischer, et qu'en fait on va s'intéresser dans les sucres, on va les on va les définir. On va dire de quelle série ils appartiennent. Pour ça, on va prendre le dernier carbone asymétrique. Donc ici le dernier carbone asymétrique c'est celui qui est encadré. Alors, là, en fait, va falloir voir comment est positionné le OH. Si le OH est à droite, on va dire qu'il est de série D. D pour droite, ça va, ça. Si le OH est à gauche, on dira qu'il sera de série L. L pour left en anglais, donc voilà, à gauche. Voilà, ce qui est important à retenir, et où des fois on peut vous piéger en exo, en concours blanc, ou même le jour du concours. Concours ? Pourtant, je sais pas. T'as trouvé ça marrant, toi? Ouais. Donc en fait, tous les os naturels sont de la série D. Ça, c'est hyper important à retenir. Parce que des fois, on peut vous dire en concours blanc, oui, le glucose, donc le glucose qui est un sucre naturel. Donc sucre ou os, ça veut dire la même chose, hein, vous inquiétez pas.
Glucose, ouais, le glucose c'est un sucre naturel, donc on vous dira souvent, ouais, le glucose, est-ce qu'il est de la série L? Et là vous direz, non, c'est directement faux, il n'y a même pas besoin de faire le glucose. Vous savez que c'est un ose naturel, donc il est de la série B. Ça c'est vraiment important, cette propriété à retenir, surtout si vous faites pharma. Et on s'en prend de la pharma. Après, je vais vous parler aussi des acides aminés. Donc on vous en a parlé en biochimie, on va vous en parler tout le temps en biochimie. En chimie, on le verra très peu, mais je préfère que vous le sachiez aussi. En fait, on va déterminer comme les sucres, série L ou série D pour les acides aminés. Mais là, en fait, on va juste regarder le NH2. Comment le NH2 est placé. Si le NH2 est placé à droite, pareil que pour les sucres, c'est de la série D. S'il est placé à gauche, le NH2, ça va être de la série L. D'accord ? Donc, jusqu'à présent, pas de souci. Et la petite propriété, c'est en fait que c'est un peu l'opposé des sucres, c'est que les acides aminés, eux, les acides aminés naturels, ils sont tous de la série L. Donc pareil, si on vous dit l'alanine, qui est un acide aminé naturel, donc vous avez vu en biochimie, j'espère que vous les connaissez. Non, je déconne, je vous mets la pression. Donc vous ne devez pas les connaître encore, bon, enfin. Essayez de les apprendre essayez de les apprendre au maximum, hein. Vous allez voir, ça va vite rentrer. Ça va encore plus vite avec la magie. Ouais. Donc en fait, si on vous pose une question, par exemple l'alanine, donc il y a un acide aminé naturel, on vous dit oui, l'alanine est de série D, vous dites non, l'alanine est un acide aminé naturel, il est forcément de série L. Donc ça, c'est des petits trucs à faire attention. Il y a plein de petits trucs comme ça en chimie, il faut faire vite attention pour le jour J. Maintenant, là, on attaque la dernière diapo de ce cours. Je vous l'ai rajoutée pour pas que vous vous embrouilliez. Elle n'y était pas les années précédentes et je trouve que c'était dommage parce que là, c'est vraiment un point important. C'est qu'il faut bien différencier toutes les notations que je vous ai mis dans le crâne. Plus, moins, RS et LD. Alors, plus, moins déjà, ça va se référer juste, c'est une chose qui est assez générale pour les énantiomères, pour les énantiomères par exemple. Ça réfère juste au pouvoir rotatoire, comme je vous l'ai dit, que ça dévie vers la droite ou vers la gauche. Après, R et S. R et S, c'est juste systématique. C'est que si on a un carbone asymétrique, il va forcément avoir une configuration absolue. Elle sera R ou elle sera S. Et le dernier, c'est L ou D. C'est juste moléculaire, c'est en aucun cas général. Ça va juste permettre de caractériser les sucres ou les acides aminés. Donc ça, c'est juste un moyen de caractérisation en fait. Donc un composé, par exemple un sucre, pourra très bien avoir des carbones qui sont RS, tout en étant plus moins ou en étant LD. C'est-à-dire que tout est indépendant ici. D'accord ? Toutes les notations ici sont indépendantes. C'est vraiment important à retenir. Donc voilà, j'ai fini le cours.